L'invité du jour, il est dans nos studios ici à Marignane. Nous accueillons monsieur le député, monsieur Éric Diard. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors avant de parler bien sûr d'un dossier qui vous tient à cœur, puisque vous le défendez largement, ce problème de la radicalisation en France, et on le sait que à l'Assemblée nationale, vous avez souvent intervenu pour ce dossier. On va parler un peu plus local. Ici sur la Côte Bleue, vous êtes sur l'étang de Berre, vous en êtes le député. C'est vrai que beaucoup de choses se font à travers les communes. Il y a beaucoup de complicité avec les élus locaux pour faire que l'évolution se fasse, en tout cas sur ces différentes communes. Et on sait que vous avez pris à cœur aussi le dossier ici sur Marignane pour l'implantation d'une certaine société, sans répéter le nom de cette société, mais le fait de défendre une nouvelle fois, d'une manière nationale, les enjeux locaux. Oui, c'est important. De toute façon, un député, c'est un élu national, mais qui doit relayer des enjeux locaux à Paris pour faire avancer les dossiers, ce qui est clair. Mais sur cette usine-là, la manière que ça a été amené, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop que c'était une usine Seveso, c'était à proximité d'habitation, l'enquête environnementale montrait des rejets d'acide chlorhydrique, des rejets de chrome 6, ce qui pouvait quand même être inquiétant pour la santé des riverains. Nous sommes sur un site qui est assez industrialisé, et en termes de pollution de l'air, il ne fallait pas en surajouter et surtout exposer les populations riveraines. Alors on sait qu'on est sur un bassin où la pétrochimie est très présente sur le pourtour de l'étang de Berre. L'étang de Berre aussi est un dossier que vous avez mis en commun avec les autres députés des circonscriptions qui se bordent bien sûr l'étang de Berre. Oui, alors j'ai très bien travaillé. Mes députés voisins, je m'entends très bien avec eux. D'un côté Pierre d'Arville, du côté de Martigues, du côté Julézy, du côté Salon-Provence, du côté de Salon, Rognac, etc. Nous avons fait donc. Alors j'étais assez sceptique. Nous avons fait un rapport parlementaire sur la réhabilitation des étangs de Berre. Je me suis dit, est-ce que ça va être un énième rapport? Non, parce que la chance que nous avons, c'est que les planètes s'alignent. Ça veut dire que le sous-préfet, les acteurs locaux qui sont les maires, le GIPREB avec son président Didier Kelfa, qui n'est que le maire de Saint-Chamond. Et qui vraiment se fait un très bon travail. Le président de région, Renaud Muselier, qui était venu et qui est en train de tenir sa parole, la présidente de la métropole et du département Vassal, se mettent à l'unisson pour travailler sur ce projet. Alors il manque un peu une impulsion, j'allais dire, du ministère de la Transition écologique à Paris, mais écoutez, les planètes s'alignent, on a bientôt un petit déjeuner avec le sous-préfet. EDF s'est engagé sur des limitations de rejet. Le tunnel du Rove, la maîtrise d'ouvrage, c'est Renaud Muselier qui a dit la région nous allons prendre. Oui, parce que ça a été une arlésienne pendant tant d'années et c'est vrai que pour les populations... Oui, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui avançait, ça reculait de 2 pas. Donc aujourd'hui, les planètes s'alignent. Tout le monde veut travailler à l'unisson. Le chef d'orchestre, c'est le sous-préfet. Il n'y a pas d'anicroche. Et voilà, donc c'est une bonne chose. On s'est appuyé sur le rapport, c'est-à-dire tous les acteurs se sont appuyés sur les conclusions du rapport et on avance step by step. Mais je crois que la meilleure méthode, c'était pas d'attendre de Paris, c'était que les acteurs locaux se regroupent. On aura l'occasion de revenir en tout cas sur ce sujet parce que je sais que les populations sont très attentives. Autre sujet aussi que je mets en exergue dans cette intervention, c'est il y a quelque temps vous avez consacré un ouvrage justement sur la radicalisation et sur ce dossier que vous traitez à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faut vraiment rappeler l'importance des valeurs de la République au sein bien sûr du quotidien de chaque Français. Oui, c'est important de rappeler les valeurs de la République parce qu'il y a une immersion du fait religieux dans les services publics, dans le sport, même dans les entreprises. Et donc, il est important de rappeler qu'en France, la France est un pays laïque qui respecte toutes les religions, certes, mais que les valeurs de la République sont supérieures aux lois religieuses. Et qu'en aucun cas, les lois religieuses doivent prévaloir sur, justement, les valeurs de la République, notamment les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc, c'est un combat de tous les instants parce que vous avez un entrisme qui se fait à travers des pans entiers de nos services publics. Alors, l'État essaie de s'adapter, mais si vous voulez, comme il y a eu une prise de conscience tardive, c'est un peu une course contre la montre pour rattraper ce retard. Oui, il faut bien préciser que ça fait des années que c'était latent et que maintenant on arrive à un stade où il est important d'intervenir pour garder ces valeurs de la République. C'était latent, ça montait, mais on ne voulait pas le voir.
Et si on se cachait les yeux. Oui, voilà, on mettait la poussière, comme je dis, sous le tapis. Alors, les éléments déclencheurs, ça a été évidemment les attentats 2015-2016, où on a dit, bon, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, il y a eu une prise de conscience, et il y a eu des choses. Et il y a des choses qui continuent à être faites, qui sont faites. Mais le problématique de ces choses, c'est que le président de la République avait fait un très beau discours, le discours des Mureaux, très puissant, mais entre le discours et la fameuse loi sur les principes de la République, il y a quand même un fossé. C'est-à-dire que sur ce sujet, le président de la République, je lui reproche de faire encore du en même temps. Et sur un sujet aussi ambigu, faire du en même temps, c'est, j'allais dire, inopérant, voire même, j'allais dire, dangereux. Cette semaine, vous allez retourner à l'Assemblée nationale. Bon, il y a d'autres débats qui, bien entendu, sont en cours en ce moment, mais je crois que ce dossier, vous êtes toujours très attentif quant au suivi par l'État. Oui, on y revient. Par exemple, il y a une loi qui va revenir à l'Assemblée nationale, qui est la loi démocratiser le sport. Le Sénat et l'Assemblée nationale ne se sont pas mis d'accord, et à cause justement des députés La République en marche, mais surtout guidés par la ministre des Sports, parce que le Sénat souhaitait faire un amendement pour dire que dans les compétitions sportives, il ne doit pas avoir de port ostensible de voile. Mais dans les compétitions sportives, c'est la moindre des choses. En plus, ce voile peut entraver la pratique du sport et la pratique de la compétition. Donc, vous avez des présidents de fédération, comme la présidente de fédération française de basket, qui vous dit on a vraiment de plus en plus de clubs qui font des pressions. Voilà. Le respect de la neutralité religieuse, c'est pendant ces compétitions, on ne montre pas son affichage politique, on ne montre pas son affichage religieux. On est d'accord, mais le gouvernement ne souhaite pas en disant « Oh, c'est pas le bon vecteur pour porter ce type de revendication ». Et donc, on reporte encore, et pendant ce temps, il y a un certain entrisme religieux qui se fait, malheureusement, à travers le sport. Le sport que moi, je pensais qu'il était simplement un vecteur d'intégration, le savoir-vivre ensemble, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait, malheureusement, dans notre pays, de plus en plus de clubs séparatisme, où les femmes n'étaient pas admises, où il fallait faire obligatoirement la prière, où on devait se doucher habillé. Et ça, ces clubs existent. L'État essaie de les contrôler. Le problème, je vous dis, il y a toujours ce retard. Et si on n'accélère pas la cadence, cet entrisme radical prendra le dessus. On peut dire qu'il y a encore du travail en perspective dans les mois qui vont venir. Oui, surtout avec les échéances, bien sûr, politiques qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de travail, comme je vous dis. Alors, attention, quand je parle, par exemple, on va parler de la radicalisation islamiste. Dieu merci, ça touche une infime partie des musulmans, une très infime. Bien sûr. Mais cette infime partie des musulmans, premièrement, elle fait du tort d'abord à sa propre communauté. Voilà, aux musulmans. Et ensuite, ces gens-là sont en train de se séparer de notre République, où ils rentrent dans nos valeurs, où ils n'ont rien à faire, j'allais dire, dans notre République. Ils se séparent. C'est quand on parle de séparatisme, c'est ça. Ils se séparent des valeurs républiques. Et aujourd'hui, c'est inadmissible. Un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans les semaines qui vont venir. Éric Diard, on vient de vivre 2 années qui ont été quand même très difficiles. Une année 2021 aussi qui a été très difficile. Et je sais que vous avez stipulé, en tout cas à travers les pages de nos confrères de la Provence, que ça a été un casse du siècle pour ce bilan de l'année 2021. On peut revenir un instant sur ce propos ? Non, quand j'ai parlé de casse du siècle, c'est pour un sujet particulier. D'accord. Le casse du siècle, ça a été à l'Assemblée, quand c'était comme on a fait le casse du siècle, on s'est mis quelques députés un vendredi après-midi du mois de novembre pour les cancers pédiatriques. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur beaucoup de personnes, parce que rien n'est plus injuste que un cancer de l'enfant, vous imaginez. Et dans notre pays, il y a des chiffres, c'est-à-dire que chaque année, il y a à peu près 2500 à 3000 cancers pédiatriques qui sont diagnostiqués, et chaque année, 500 enfants meurent de cancer. Mais c'était le même chiffre il y a 10 ans, c'était le même chiffre il y a 20 ans. Ça veut dire qu'il faut une recherche spécifique pour l'enfant, et pour l'instant, le gouvernement ne veut pas mettre les moyens, et nous avions gagné difficilement 5 millions d'euros pour les recherches sur le cancer pédiatrique. On a pu augmenter le budget, et le retour que nous avions eu depuis 3-4 ans d'avions mis, c'est insuffisant. Il y a des appels à projets qui ne sont pas conclusifs parce que justement on n'a pas l'argent. Et le gouvernement
c'était assez dur, disait, vous savez, mais il y a plus de cancer des poumons que le cancer pédiatrique. Enfin, excusez-moi, moi, c'est horrible ce que je vais peut-être vous dire, mais un cancer à 5 ans, c'est beaucoup quelque plus chose qui ne dramatique devrait même qu'un pas cancer exister. à 90 ans. Tout à fait. Voilà, donc on doit tout mettre pour que les enfants soient soignés. Et le cas du siècle, on a réussi une après-midi où on était un petit peu quelques-uns, mais pas beaucoup, hein, à passer de 5 millions et on a rajouté 20 millions d'euros. Donc aujourd'hui, nous sommes à 25 millions d'euros pour le Donc cancer. une satisfaction. Eh ben, oui, il y a eu une relecture, mais le gouvernement, vous qui n'étiez pas d'accord, ne pouvez pas revenir en arrière. Vous imaginez le tollé que ça aurait eu, Bien sûr. à juste titre, dans notre pays. Donc, quand je vous dis c'est le cas du siècle, vous êtes satisfait parce que quand vous sortez, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'associations Qui vous sollicitent. qui nous sollicitent. Et quand vous avez les messages de ces associations, verbaux, SMS, en disant merci. Alors, pas pour ceux qui sont décédés, mais peut-être ceux qu'on va sauver. Merci. sûr. Et ça, vous dites, eh bien voilà, de temps en temps, vous pouvez vous sentir inutile parce que les choses n'avancent pas. Vous dites, je ne sers à rien. Ça n'avance. Et là, vous vous dites, eh bien, je sers à quelque chose. Et c'est ça un petit peu, j'allais dire, le credo d'un élu, sentir qu'on peut peser sur les événements et être utile. Alors, pour nos auditeurs lambda qui voient un élu, un député, ils ne connaissent pas spécifiquement sa vie, ils ne savent pas qu'un député, c'est quasiment 24 heures sur 24 sur le terrain, puisque vous êtes certes en circonscription, mais vous êtes aussi à Paris, donc ça vous demande beaucoup de temps consacré justement à votre mandat. Oui, alors on l'a choisi, hein, c'est pas une obligation. Mais par exemple, le mois de janvier a été particulièrement actif. Par exemple, le mois de janvier, je suis monté 2 fois à Paris. Donc 2 allers-retours, dont l'un où c'était assez étrange, il a fallu monter le dimanche à 16h. Donc il a fallu trouver et repartir, et ça a duré que 2 heures. Mais c'était le texte justement sur la crise sanitaire, je comptais y participer, et le gouvernement a dit, il n'y aura pas grand monde, on fait ça le dimanche. J'ai tenu à y aller. Et une autre fois, je suis venu aussi pour voter un texte le vendredi, parce que j'y tenais particulièrement, comme je l'ai fait en novembre, je vous dis un vendredi. Alors il y a moins de monde dans l'hémicycle. Mais c'est comme ça que comme il y a moins de monde, il y a moins de majorité, et vous pouvez l'emporter avec une mobilisation, parce que je vous dis, c'est transpartisan, ça. C'est pas, voilà, on était une dizaine de députés très engagés sur la cause, et on était sur tous les bancs, c'est-à-dire des républicains aux UDI, aux Républicains en marche, aux communistes, aux insoumis, aux socialistes. La représentation nationale. Voilà, la représentation nationale, mais j'aime bien ces moments où on arrive à être unis pour une cause qui est ô combien juste. En tout cas, un travail de longue haleine sur les amendements qui demande beaucoup de temps aussi. Oui, alors évidemment, j'ai un collaborateur. Alors, vous savez, quand vous avez un collaborateur à Paris, vous vous connaissez, vous lui dites je veux ça et ça. Il comprend ce qu'il veut. Et lui, il travaille, j'allais dire, la technicité. Il prépare. Voilà, c'est un juriste, un fin juriste, donc il prépare. Après, il vous remontre et vous présentez. C'est ça le travail. Mais quand vous vous connaissez, pas besoin de parler beaucoup pour savoir un petit peu quelle direction vous avez et vers quel objectif vous tendez. C'est une passion, être député ? Ça doit être une passion, bien sûr. C'est pas une passion. Si je veux dire, c'est une obligation, autant ne pas le faire, quoi. Un sacerdoce ? Je dirais pas un sacerdoce, parce que ça va. On est compte tenu, vous savez, on n'a pas le droit de se plaindre. Quand on voit la précarité, la difficulté, les concitoyens, la pandémie qui a frappé, moi je suis allé voir beaucoup d'entreprises sur le bassin, les restaurateurs, les hôteliers, les entreprises qui ont fait face à des difficultés, qui ont du mal aussi à obtenir les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Il fallait un peu appeler, là aussi, dire, et quand même, vous ne pouvez pas laisser cette entreprise, les banques ne jouaient pas toujours le jeu, les assurances ne jouent pas toujours le jeu, donc il faut aller de l'avant et être un petit peu, tirer un peu les ficelles pour que les dossiers avancent vite. Bon, il y a une belle résilience, je trouve, autour de l'étang de Berre. Aujourd'hui, la semaine, il n'y a pas longtemps, vous voyez, j'étais encore aux premières oursinades de Carrie. Oui. Et bon, là, ça fait plaisir de reprendre. Voilà, la première chose que je pensais, il faisait beau, les gens, on était dehors, c'était très bien, les gens mangeaient les oursins dehors, mais c'est un retour à la vie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu les oursinades en 2021, les oursinades de Saucé cette année, c'est au mois de mars. Mais voilà, ça augure de bonnes choses, c'est le retour à la vie d'avant, et c'est ce qu'on aspire tous. Alors en conclusion, monsieur le député, qu'est-ce qu'on peut dire à l'adresse de vos concitoyens pour cette année 2022 ?
Moi, je vous dis, je leur souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Je sais que la vie n'est pas facile, parce que vous écoutez, on dit, ah, tout va mieux, la croissance est à 8%, tout ça, mais bon, vous savez, à mon modeste moyen, quand je commande mon fuel, je vois il suffit de passer à la pompe, hein. Bon, à la pompe, j'y passe, mais quand je commande le fuel, parce que c'est pas la même, passer à 1000 litres, qu'avant... 1000 litres, c'était à peu près 800 €, il y a un an et demi, que maintenant, le 1000 litres, c'est 1000 €. Donc je me dis, quand même, comment font les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts pour se chauffer? Alors vous allez me dire, c'est pas facile aussi pour l'électricité, etc. Mais voilà, j'ai une pensée pour toutes ces personnes où c'est pas facile. Toutes les semaines, souvent le vendredi, je fais des permanences parlementaires. Ces problèmes d'emploi, ces problèmes surtout de logement et des problèmes de précarité. Donc je pense à eux parce que là encore, on n'est pas encore dans une embellie, comme dit Bruno Le Maire, tout va très bien. Quand il vous dit Bruno Le Maire, la croissance est de 7, plus 7%, on dit, mais l'année dernière était de moins 8%. Donc bon, ça va mieux, moi je m'en réjouis. Enfin, il ne faut pas croire que tout va bien. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté. Vous avez parlé de résilience, on peut dire que le mot de cette année, c'est solidarité. Oui, le mot, ça va être solidarité. Il va falloir maintenant aider les personnes qui ont été plus particulièrement victimes, j'allais dire, de cette crise de l'énergie et de cette pandémie. Monsieur le député, moi je vous propose qu'on se retrouve dans quelques temps pour reparler de tout ça. À votre disposition. Merci, à bientôt. Merci. C'était Éric Dian, notre invité du jour. On aura l'occasion de le retrouver sur tous les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tandberg, Pays Salonné.